fazer três apresentações. Uma conferência do professor Diferentes de Corteio e depois duas apresentações, uma do Dr. Nelson Marques, outra da doutora Carmen Sousa Lima, que ainda não está, também vai chegar. Portanto, eu vou deixar amanhã a cargo do André Barata, que vai apresentar cada um dos intervenientes. E bom trabalho. Bon, bonjour, c'est un grand plaisir d'avoir ici le professeur Yves de Corteil. J'ai une brève présentation. Il est maître de conférence de philosophie à l'Université de Paris 1, à Sorbonne. Il sent aussi un peu l'histoire, c'est il enseigne la phénoménologie et la philosophie générale. Ses travaux de recherche portant plus particulièrement sur le lien entre phénoménologie et psychanalyse. Il a publié l'a priori littéral en 2003, Intentionnalité et trauma, 2005, Les institutions du monde de la vie, 2008, et le plus récent, Analytique de la chair, 2011. C'est ça. Et voilà. Merci beaucoup pour commencer. Merci. Bon, je voudrais tout d'abord remercier Nuno Proença pour son invitation à Lisbonne et dire combien je me sens proche et même partie prenante dans son programme de travail qui vise justement à réunir la phénoménologie et la psychanalyse. Donc, je vais parler, moi, de certaines approches à partir de Lacan. Donc, à la fin de son enseignement, à partir de 1972 jusqu'à sa mort, en 1981, Lacan se réfère de façon centrale à un objet topologique particulier, le nœud borroméen. Je l'ai dessiné au tableau derrière. Lacan disait que ce nœud lui allait comme une bague au doigt. Ce nœud, qui est à proprement parler une chaîne, car il lie ensemble trois consistances indépendantes, vous pouvez le voir, se caractérise par le fait qu'il suffit de la rupture de l'une quelconque d'entre elles, que ce soit celle-ci, celle-là, celle-ci, pour que les deux autres ronds soient libérés et donc déchets. Entouré par de jeunes mathématiciens comme Pierre Soury ou Michel Thomé, Lacan se passionne alors pour la topologie des nœuds. Il fait même du nœud borroméen la pierre angulaire du schématisme des concepts fondamentaux de la psychanalyse. Le symptôme, le refoulement, les complexes de castration, mais aussi des catégories plus transversales, comme le symbolique, l'imaginaire et le réel, qui sont immédiatement lisibles au tableau, ou encore l'objet petit a et le nom du père. Malgré cet engouement, force est de constater que le statut du nœud borroméen demeure incertain dans le monde analytique. Lacan refusa d'en faire un modèle au sens épistémologique du terme, car il considérait que les objets topologiques auxquels il se référait constituaient la structure même de l'inconscient. Aujourd'hui, chez ses disciples, l'opinion apparaît comme morcelée et connaît des positions antagonistes, comme d'un côté la critique ou même le rejet de l'orientation topologique terminale de Lacan, c'est le cas par exemple de Roudinesco ou de Giger, et d'un autre côté, l'objectivisme mathématique qui lui se détermine exclusivement en fonction des propriétés formelles des chaînes, comme par exemple Éric Borges ou Jean-Michel Vapron. Entre ces deux extrêmes apparaissent des positions médianes qui distinguent l'usage lacanien de la topologie de son usage mathématique stricto sensu, mais qui ne présentent pas davantage d'unité. C'est le cas des travaux de Nasio ou de Joël Locke. L'enjeu d'un dialogue entre phénoménologie et psychanalyse peut être par là même délimité. En premier lieu, une clarification du statut de la topologie analytique s'avère nécessaire, et en second lieu, dans l'esprit de la crise, une approche phénoménologique de la question devrait permettre d'intégrer la dimension du formel représentée par la topologie, en évitant à la psychanalyse ce que l'on pourrait désigner comme une crise de sens. Crise de sens qui possède évidemment son originalité par rapport à celle des sciences de la nature, mais crise de sens malgré tout. Le symptôme le plus manifeste de cette crise, comme on peut le voir dans la littérature spécialisée, réside dans l'extériorité qui subsiste entre la clinique et les chaînes topologiques. On pourrait dire qu'ils sont utilisés la plupart du temps comme des vêtements d'idées. Et à cet égard, le séminaire 23, consacré aux symptômes de Joyce, séminaire de Lacan, fait figure d'exception heureuse. Aussi, la tâche est-elle précise? Elle ne peut être que celle d'une clarification phénoménologique de la topologie analytique.
Pour avancer dans la direction d'une resémantisation du formalisme typologique, je me propose aujourd'hui d'adopter une stratégie d'explicitation des schémas de Lacan. Je tenterai de faire passer le nœud borroméen d'un état initial de phénoménalité formelle pauvre à celui d'une phénoménalité riche et matérielle, seulement implicite chez Lacan. Premièrement, réduire le nœud. La meilleure explicitation possible de la phénoménalité du nœud borroméen, c'est bien évidemment de le soumettre à la réduction phénoménologique. Cette dernière est pour ainsi dire faite pour cela. Comme le disait Heidegger en 1927, c'est précisément parce que les phénomènes ne sont, de prime abord et la plupart du temps, pas donnés, qu'il est besoin d'une phénoménologie. Nous ne retiendrons donc maintenant des schémas de Lacan que ce qui se donne de soi-même, des nœuds ou des chaînes. Et cela étant, à contre-courant de l'opinion sur ces questions, nous sommes en fait, par ce geste, très proches de ce que Lacan lui-même préconisait quand il disait qu'il faut nous en tenir à ce qui nous est fourni par les objets typologiques, qu'il ne faut pas faire d'hypothèses, qu'il faut être dupe des apparences. C'est précisément ce que je revendique, être la dupe des apparences du nœud borroméen. Or, qu'est-ce que cela donne, l'apparence de la chaîne dans son dessin? Cela donne des points et des trous, et même des points-trous. D'abord, un point-trou au centre du nœud, je l'ai explicitement dessiné, que Lacan désigne encore par la lettre petit a, puis trois autres points, issus du chevauchement de deux cordes qui en coincent une troisième, et qui font ainsi tenir le nœud. Sur le dessin du nœud mis à plat, comme c'est le cas au tableau, ces points conditionnent trois aires de jouissance situées autour du point-trou central. Jouissance phallique, jouissance de l'autre essence, qui sont indiquées sur un schéma qui est sur la copie imprimée de la conférence, qui sont chacune délimitées par trois points, deux points de croisement et un point de serrage qui les bloque. Enfin, Lacan appelle ce groupe de points un point triple. Enfin, il y a les points-trous qui sont de surcroît chacune des consistances. Le rond du réel enserre en effet un trou, tout comme celui de l'imaginaire ou du cerveau. Ce qui se montre dans le dessin, c'est donc un effet de consistance entre des trous. Le fait que les cordes se coincent, il y a consistance. C'est cela l'événement du nœud. Un serrage de cordes qui fait que trois trous tiennent ensemble par un même trou central. L'unité de sens phénoménale du coinçage des trous, Lacan l'appelle un point, et même un vrai point, par opposition au point d'Euclide sans dimension. Le 10 décembre 1974, lors de ses séminaires RSI, il dit même que ce point central est l'essence du nœud. Lacan accomplit ainsi, sans l'avoir dit comme tel, mais peu importe, parce que c'est bien ce qu'il fait, une quasi-réduction éidétique. L'invariant des nœuds borroméens, c'est le point-trou central, et corrélativement le coinçage d'un ensemble de trous périphériques par ce même trou. Or, comme les nœuds ne se font pas tout seuls, on peut se demander qui vise et de quelle manière la réalisation d'un nœud de ce type. Quel est le corrélat subjectif ou asubjectif de cet ensemble de trous enchaînés? On pourrait dire que c'est Lacan, mais en l'occurrence, de quoi Lacan est-il le nom? La psychanalyste Mayette Vilta, dans sa réflexion sur le nœud borroméen généralisé, dit que c'est une coupure fermée qui produit le nœud, que c'est un trou engendré par le déchiffrement mathématique à partir duquel se constitue une chaîne. On songera encore aux générateurs de chaînes que sont les R-mouvements de Reiner-Meister dans la théorie classique des nœuds. Ce sont là des opérations répertoriées par les mathématiques. Mais quand on dit, comme Lacan le fait dans les récits, un séminaire de Lacan, que le père des noms, le père nommant, illustré par le trou tourbillonnaire du Dieu sur le Sinaï, qui dit à Moïse « Je suis ce que je suis », quand on dit par conséquent avec Lacan en référence à la Bible que le père des noms est le trou quatrième qui fait chaîne avec l'imaginaire, le symbolique et le réel, ou comme Lacan le fera un peu plus tard que le quatrième rond est le rond du symptôme, nous quittons alors le formel pour le matériel. Nous voulons dire par là que nous avons des contenus, une référence. C'est d'ailleurs à partir de cette dimension référentielle du nœud que l'on peut se poser des questions spécifiquement analytiques, comme doit-on nommer le quatrième rond, si on rajoute un quatrième rond, comme c'était le cas chez Lacan, comme rond du nom du père ou comme rond du symptôme. On voit donc que le revers de la médaille du formalisme réside dans le fait que l'on ne sait pas de quoi on parle, comme le suggérait avec humour Bertrand Russell. D'un autre côté, quand on se réfère aux objets que l'on connaît empiriquement, on méconnaît souvent l'ordre formel, catégorial, discursif qui les qualifie. Comment dès lors sortir de cette alternative? Sur les traces de l'œil et l'esprit, Merleau-Ponty, donc,
Une issue à ce dilemme pourrait bien consister à lire le nœud selon le paradigme de la peinture contemporaine. Chez Cézanne ou chez Matisse, par exemple, c'est la couleur qui engendre la forme. Transposé en langage philosophique, lire ou plutôt voir les rondes couleurs de Lacan comme des papiers colorés de Matisse, comme des tableaux, en quelque sorte, cela revient encore à appréhender le nœud sous réduction, une fois sous une réduction infléchie comme matérielle. Nous entendons par là une phénoménologie orientée, non pas tant par la recherche des actes d'un ego, que par l'élucidation d'un ordre immanent à la matière de l'expérience, ce que Husserl désignait dans ses recherches logiques comme un a priori matériel. Par ce retour à un ordre intrinsèque à l'expérience de la matière borroméenne, nous nous demandons ce qu'il en est de la réalité matérielle du nœud. Or, que dire dans ce cas de la facticité dont l'ordre des points de serrage est issu? Deuxièmement, de la chair comme archifacticité de la chaîne borroméenne. Réduire la chaîne à sa facticité. C'est déjà ce que fait Lacan dans le séminaire sur le symptôme lorsqu'il décrit le vécu borroméen de Joyce qui sent son corps tomber comme une pelure. À ce moment de la vie de Joyce, le rond de l'imaginaire glisse entre les ronds du symbolique et du réel, et Joyce le ressent. Oui, ici le figuré. S'il y a des dessus-dessous entre les cordes qui ne se font pas, on libère un rond, et c'est l'hypothèse lacanienne sur la psychose de Joyce de considérer que le rond de l'imaginaire n'était pas coincé donc, dans l'intention de Joyce. Donc, alors, à ce moment de la vie de Joyce, le rond imaginaire glisse entre les ronds du symbolique et du réel, et Joyce le ressent. Ou plutôt, Lacan perçoit l'ordre spatial et topologique inhérent à l'expérience corporelle de James Joyce. Le sentiment d'avoir un corps ne va pas en effet de soi pour l'écrivain irlandais. Il lui faut écrire pour réparer ce décrochage de son ego, entendu comme l'idée de soi comme corps. Je cite Lacan, chez Joyce, il n'y a que quelque chose qui ne demande qu'à s'en aller, qu'à lâcher comme une pelure. Fin de citation. Avoir un corps correspondrait du même coup à la consistance réussie d'un nœud borroméen à 3 lorsque le petit A est enveloppé par l'image d'un corps, elle-même bien nouée aux autres dimensions du réel et du symbolique. Le sentiment d'avoir un corps serait donc topologiquement traduisible par l'élaboration borroméenne, tel serait l'ordre spatial immanent à cette affection, le sentiment d'avoir un corps. À partir subjectif, la donation des points de consistance et des points trous n'irait donc pas d'un point de vue matériel sans le vécu d'un schéma corporel structuré sur un mode borroméen. La matérialité du corps coïncide ici avec une expérience de la matérialité, de sorte que c'est bien, comme le confirme l'exemple joycien, dans l'expérience du corps que l'on découvre son ordre topologique intrinsèque. Ainsi, la chaîne borroméenne se fait écho dans le corps, entendu comme matière impressionnelle, ce que l'on dénomme la chaîne. Toutefois, cette expérience charnelle se limite-t-elle au sentiment d'avoir un corps? Essayons, en prenant appui sur la tradition phénoménologique, de poursuivre la description entendue par Lacan dans le séminaire sur le sein. Comme on le sait depuis Husserl, la chair n'est pas inerte. Elle est à la fois esthésique et synesthésique. Elle vit en permanence des sensations de mouvement de ses membres, kinestèse, sensations qui sont celles du ressentir de l'être sensible lui-même, et en même temps est pris dans le monde. Kinestèse qui concerne l'impression ou l'auto-affection du sentant, s'accompagnant hors de lui-même au sein du sens. À la fin de son œuvre, Merleau-Ponty, sous le nom de chiasma, étendra même cette réflexivité extatique du sentir à l'être sensible en totalité, si bien que le corps propre enlacera le corps du monde. Il ne sera plus lui-même qu'une variante de la chair, comme dimension aux choses générales, au-delà de la dualité sujet-objet. Avec le dernier Merleau-Ponty, l'extension de la chair au monde fait que celle-ci n'est plus exclusivement celle du corps propre. Elle est plutôt celle d'un inconscient ontologique primordial, à distinguer bien sûr de celui de Freud. Avant même Merleau-Ponty, Husserl fut lui aussi de la chair du monde, entre guillemets, entendu comme le sol ou l'arché originaire terre, qui ne se veut pas la condition de la compréhension du repos et du mouvement des corps, à laquelle se rapportent tous les mouvements des corps dans l'espace. La terre est, dit Husserl, je le cite, un tout dont les parties sont des corps, mais en tant que tout, n'est pas un corps. Fin de citation. La terre originaire de Husserl, à la différence de celle de Galilée, n'est pas un corps dans l'espace et le temps, elle les précède logiquement car elle conditionne l'espace et le temps, et donc le mouvement. La terre originaire de Husserl est donc déterminable, en un certain sens, comme chair et non pas comme corps. Ainsi, Husserl, avant même
Husserl et Merleau-Ponty nous invitent donc tous deux à penser la terre originaire de la chair du monde comme la condition génétique de l'ordre sensible dont nos vécus corporels ne seraient que des cas particuliers. Vivre un corps de chair, cela reviendrait à participer à la chair du monde. Le plus intime communique avec le plus extérieur. À la lumière de cette avancée, l'expérience de la chair ne peut donc plus correspondre uniquement au sentiment d'avoir un corps. Avec cette participation du corps au monde, la chair se révèle en effet comme le socle ontologique de mon corps. La chair n'est pas un étang que l'on pourrait intégrer dans un ensemble plus vaste, elle est l'être même de notre appartenance au monde. J'ai un corps, mais je suis au monde, et c'est en cela que je suis mon corps. Ainsi déterminable et déterminé selon la structure de l'être A, caractéristique de l'appartenance ontologique, la chair doit-elle recevoir un sens d'être qui la distingue radicalement de l'objet spatial. Son statut ontologique est donc celui d'un existentiel. Plus près de nous, c'est ce qu'illustre encore la pensée de Jan Patočka, dans laquelle la corporéité est exemplairement décrite comme un mouvement de l'existant, ou être vers ses possibilités d'exister, de sorte que la chair, comprise maintenant comme corporéité, prend alors les traits d'un mouvement vers le monde, entendu comme totalité des possibilités à l'être. La teneur ontologique du mouvement vers le monde, comme appartenance dynamique d'un corps au monde, s'impose alors comme le caractère essentiel de la chair, dont on a sens, cette fois-ci, dynamique, et non plus simplement esthétique. Je dirais que des synédies de Husserl aux leçons de Patočka, la convergence, pour ma part en tout cas, des analyses phénoménologiques, malgré leur diversité, et bien sûr leurs éventuelles tensions, est remarquable. Et finalement, elle me semble plus importante que tout ce qui peut les distinguer. Chez Patočka comme chez Husserl, les mouvements corporels doivent se repérer et être compris en fonction d'une référence plus fondamentale, celle de l'appartenance au monde ou à la terre originelle. Par conséquent, par suite, le mouvement doit être entendu selon un sens ontologique et non plus seulement ontique. C'est-à-dire être compris comme un mouvement allant vers l'espace, comme dit Patočka, et non pas comme étant dans l'espace déjà constitué. À la différence donc des mouvements du corps, des corps dans la physique scientifique. Bref, le paradigme phénoménologique, dans le paradigme phénoménologique, nous avons affaire à une dynamique ontologique indexée à la chair comme structure existentielle fondamentale. Si la Terre est le repère du mouvement corporel en général, comme dit Patočka, en résonance avec Husserl, alors pour les mouvements impliqués dans la chaîne, on vient à la chaîne de Lacan, le repérage vis-à-vis de la Terre ou de la chair du monde est de structure. Ainsi, comme nous le posons ici par principe et par méthode, lorsque nous lisons les mouvements nœuds de la topologie, selon les ressources de la chair, et au fond, je ne fais qu'appliquer le programme de Merleau-Ponty, je fais une parenthèse, quand Merleau-Ponty dit dans ses notes de travail prendre l'espace topologique pour modèle de l'être, je ne fais que développer ce programme de recherche. Sauf que la topologie, en l'occurrence, c'est celle de l'être. Ainsi, lorsque nous posons par principe et par méthode que les mouvements nœuds de la topologie sont des ressources de la chair, lorsque nous les incarnons, ça signifie qu'un point de serrage sur la chaîne bornéenne équivaut à un point de tranquillité ou de repos, de sorte que chaque point de serrage équivaut à un point qui est le point de départ, de mise en mouvement, à partir d'où l'on vient, ou le point d'arrivée, de repos d'un mouvement, en situation d'aller vers le monde, et non depuis un point de localisation déjà situé dans le monde. Je pense que c'est le mouvement, c'est mon hypothèse, c'est le mouvement ontologique qui donne le sens authentique de la visée intentionnelle du mouvement nœud topologique. Inversement, le mouvement nœud topologique doit être compris comme le schème d'un concept ontologique. Le mouvement nœud, qui produit les nœuds, n'est donc pas seulement un nouveau schéma corporel, il est une présentification du mouvement vers l'être, au sens de Patočka, que nous avons à être en tant qu'existant incarné. Le sens ontologique de l'événement, qui est l'accomplissement d'un nœud borroméen, nous semble alors être le suivant. L'événement du nœud est l'institution d'un corps de chair, l'incarnation d'un existant en devenir vers ses possibilités d'être. Le nœud nous donne à nous-mêmes, comme chair individuée, en même temps que le monde souverain. Après tout, Merleau-Ponty ne disait-il pas dans la phénoménologie de la perception, je le cite, qu'être corps, c'est être noué à un certain moment. C'est un fort topologique, évidemment. On soulignera enfin que cet arrivage d'un corps de chair à l'existant n'a lieu que dans le mouvement vers le monde. Il ne préexiste pas sous la forme d'une représentation. Ce que nous venons de dire est-il toutefois pleinement accordé, même simplement accordable, à la phénoménalité du schème topologique de Lacan? Ne reste pas plutôt une simple projection de ma part?
Je vais essayer de répondre à cette conclusion. Dans le séminaire RSI, le lecteur peut identifier sans ambiguïté le mouvement de l'existence sur le dessin du monde. Il est en effet désigné comme tel par Lacan, si bien que le mouvement topologique en question ne peut que recevoir une signification ontologique déjà chez Lacan, que Lacan a laissé comme en pointillé. Lacan parle explicitement de Kierkegaard dans les récits afin de commenter l'existence dans le contexte de la chaîne borroméenne. Je vais le lire, c'est pour ça que j'ai dessiné au tableau un second dessin. Bien que cela n'ait pas été relevé et encore moins développé par les commentateurs, du moins à ma connaissance, il est patent que Lacan pense à la notion philosophique d'existence. Lorsqu'il évoque, en 1975, dans les récits, la réalité pathétique de l'existence. Ce qu'il y montre encore, c'est la façon dont Lacan, l'année suivante dans le Symptôme, rapproche l'existence de l'air, en français E2RE. Cette dernière notion était à entendre comme l'errance des non-ducs, dans le vocabulaire de Lacan, c'est-à-dire ceux qui considèrent la vie comme un voyage, ou bien comme l'errance de celles et ceux qui sont en revanche dupes de la structure et qui, comme Kierkegaard, savent qu'ils sont pris dans une répétition, mais dans la répétition en général. Il est donc évident que Lacan ne pense pas exclusivement le nœud en mathématicien, mais simultanément en lecteur de Kierkegaard, ascendant de RSI. Or, en quoi consiste exactement la dite existence dans la topologie de Lacan? Techniquement parlant, il s'agit de la rupture d'une des consistances dont est faite la chaîne. Sur le chaîne, l'existence est décrite par un mouvement qui tourne autour de la consistance suite à la transformation d'un rond en droite infinie. Ce que j'ai écrit au tableau, si vous rompez l'une des consistances, vous la transformez en droite infinie, donc vous avez ouverture d'un champ d'existence. Pour clore donc l'objection soulevée ci-dessus, nous dirons donc que dans l'espace borromien, le mouvement ontologique correspond bien au mouvement nommé par Lacan de l'existence, qui apparaît dans les schémas, comme ce qui tourne autour d'une consistance et qui institue par la même un champ spatio-temporel qui ne lui préexistait pas, écrit en achevé sur le côté au tableau. Suivant les indications de RSI, en termes charnels, on passe du moment du repos, point zéro, à la kinesthésie par rupture de une consistance, qui au plan du vécu est transcendance de la présence, sortie hors de soi, mais cela, on le soulignera, non plus sous la forme du projet, mais de la reprise, orientée vers l'avenir, à la Kierkegaard. Sur les chemins de Lacan, la transcendance est donc représentée par la droite infinie, qui infinitise la consistance rompue, sans cesser pour autant de se boucler, puisque selon Desargues, auquel se réfère Lacan, la droite infinie s'identifie topologiquement avec un cercle, sorte que la droite infinie continue à faire cercle, donc continue à faire nœud avec les deux autres consistances. Toutefois, nous en avons dit plus haut la nécessité, comment saisir le caractère spécifiquement corporel de ce mouvement de l'existence, qui est lisible à même la chaîne, comme droite infinie, qui rompt l'une des consistances. Donc il s'agit de sensibiliser le mouvement ontologique vers l'autre. En fait, la psychanalyse parle abondamment de l'incorporation de ce mouvement au fondement du nœud. La corporéité dynamique qui s'impose tout d'abord dans le champ analytique est celle de la pulsion. La pulsion est ce mouvement qui fait le tour de son objet à même les trous du corps. À la croisée des regards phénoménologiques et psychanalytiques, la première disposition de l'être au monde qui s'impose à nous pourrait donc bien être celle d'un aller-retour autour de la chose perdue sur un mode pulsionnel. Aller à sa perte, avec l'ambiguïté en français sous-entendue, serait alors le mouvement premier de l'extase corporelle vers le monde. Le rapport au monde se révélerait alors, si l'on peut dire, anamorphotique, tant l'essentiel de ce rapport n'est pas directement visible. C'est donc la perte d'une partie du monde qui nous relierait en boucle à ce dernier, de façon à faire nœud avec lui. Bref, la psychanalyse nous révèle une appartenance au monde en tant que totalité décomplétée et trouée, et à laquelle nous serions noués par nos mouvements pulsionnels primordiaux. L'accentuation pulsionnelle que nous donnons ici au mouvement ontologique de la naissance conjointe du monde et du corps nous mène droit au concept lacanien de jouissance. La jouissance, dans le séminaire 7, est en effet définie comme satisfaction de la pulsion. Elle s'inscrit dans le droit fil de la dynamique de la pulsion, elle vient la couronner. Sur le nœud borroméen, l'existence de plusieurs aires de jouissance autour de l'objet θ, ce sont celles-ci, les aires de jouissance. Donc, l'existence de plusieurs aires de jouissance autour du point trou apparaît en effet comme contournée par un mouvement d'existence de la jouissance,
selon un mouvement de tourne-autour et de trick en anglais, c'est-à-dire d'escamotage de l'objet comme objet petit a. Lacan le dit d'ailleurs explicitement dans les récits, quand il dit, je le cite, ce que découvre l'analyse, c'est la fonction nodale de cette jouissance. Donc il y a bien une fonction nœud en tant que famille, et ça vaut aussi, je pense, pour les autres jouissances. Il y a donc bien chez Lacan, comme nous le supposions, une trajectoire matérielle séculaire de la jouissance qui fait nous. Troisième point, l'entrelacement en chaîne des mouvements. Or, se trouver sur un mode pulsionnel, aller à sa perte, cela ne veut pas dire pour autant se réduire à cette seule disposition ontologique. Dans les années 60 et 70, Patočka analysait déjà l'existence selon 3 mouvements de la vie: l'affection, le travail et l'existence. Chez Lacan, à la même époque, on s'aperçoit que si la pulsion peut participer au bouclage d'une chaîne borroméenne par ses allers et retours qui se ferment sur elle-même, il est également nécessaire que le chemin de la pulsion croise ceux d'autres mouvements pour réaliser une chaîne. Ça, c'est l'hypothèse borroméenne. En fait, dans le séminaire 11, Lacan indique qu'au 3e temps de la pulsion, celui du retour en circuit et du bouclage de son trajet, le sujet apparaît comme autre. Il y a donc un moment de la subjectivation de la pulsion par le biais de l'autre. Sur le fondement de cette apparition de l'autre décelée par Lacan, on peut supposer que le trajet de la pulsion fait nœud avec le dit autre, et cela ne peut se produire qu'avec ce qui fait trou dans l'autre. En droit de topologie d'échelle, il n'y a pas d'autre alternative. Ce nouage par les trous n'est-il pas ce qu'évoque Lacan quand il dit, je le cite, « La pulsion est précisément ce montage par quoi la sexualité participe à la vie psychique, d'une façon qui doit se conformer à la structure de béance qui est celle de l'inconscient. » L'inconscient, le jeu de l'autre, s'articule alors à la pulsion selon un nouage fidèle à la béance du signifiant dont partit l'être parlé. Ce nouage par les trous apparaissait déjà en filigrane en 64, quand Lacan dit que, je le cite, c'est pour autant que quelque chose dans l'appareil du corps est structuré de la même façon, c'est en raison de l'unité topologique des béances en jeu, je souligne, que la pulsion prend son rôle dans le fonctionnement de l'inconscient. Fin de citation. Par sa scansion en 3 temps isomorphes à des transformations grammaticales, la pulsion fait donc écho dans le corps à la structure langagière de l'autre. Il y a clairement communauté topologique entre l'autre et le corps de la pulsion. Dans les récits, en 1975, 10 ans plus tard, donc après le cas de concept, c'est le dieu de l'Exode qui occupera la situation de point trou au sein du symbolique. Point trou avec lequel on pourra faire nœud. Le caractère imprononçable du nom divin dans le judaïsme, ou encore le refus par Dieu de donner son nom à Moïse sur le Sinaï, seront en effet présentés par Lacan comme des illustrations privilégiées de la nomination borroméenne et de son effet de trou. Je le cite, « Ce qu'il faut arriver à bien concevoir, c'est que c'est le trou du symbolique. En quoi consiste cet interdit de l'inceste? Il faut du symbolique pour qu'apparaisse individualisé dans le nœud ce quelque chose que moi je n'appelle pas tellement le complexe de vie, ce n'est pas si complexe que ça, j'appelle ça le nom du Père. Ce qui ne veut rien dire au départ, non seulement le Père comme nom, mais le Père comme nommé. Et ça, on ne peut pas dire que là-dessus, les Juifs ne soient pas gentils. Ils nous ont bien expliqué ce qu'était le Père qu'ils appellent un Père qu'ils foutent en un point de trou. On ne peut même pas imaginer. Je suis ce que je suis. Ça, c'est un trou, non? C'est de là, par un mouvement inverse, car un trou, si vous en croyez mes petits chênes, un trou, ça tourbillonne, ça engloutit plutôt, et puis il y a des moments où ça recrache quoi. Le nom, c'est le Père commun. Fin de citation. Ce trou tourbillonnant, valant comme Père et nom, en tant qu'il recrache les noms du Père, le sont également le symbolique, l'imaginaire et le réel, est encore un point de capitaux, comme aurait dit Lacan dans les années 50, car le trou fait chaîne en tant qu'il communique sa consistance aux autres consistances. Nommer l'acte du perlement, c'est donc propager la consistance, c'est faire chaîne à partir du trou inviolable du symbolique. La nomination et son faire trou est donc pour Lacan le prototype même du mouvement libre. Or, on peut se demander quel est encore cet étrange mouvement au cœur de l'autre, dans le lieu dit de la parole. L'engloutissement des choses et le rejet d'un nom hors du trou corrèle l'idée d'une fluidité rotationnelle. L'aspiration de la chose par le symbole nous renvoie ici à la dynamique du manque au sein même du langage, plus connu chez Lacan sous le nom de métonymie du désir, lorsque la demande répétée pose un vide.
En somme, le langage connaît le mouvement parce que le désir s'exprime à travers lui. Le mouvement du langage coïncide avec le mouvement du désir, d'où la référence à l'interdit d'inceste qui met tout en ordre. Mais dira-t-on, dans quelle mesure cette béance du symbolique concerne-t-elle le corps de chair? Elle est bien caractérisable comme mouvement de l'existence, en ceci que le dynamisme de la béance est à l'origine de l'institution d'espace du symbolique, c'est-à-dire du fameux lieu ou champ de l'autre. Parler d'un tourbillon instituant le lieu de l'autre, c'est alors présupposer, comme l'avait vu Merleau-Ponty dans ses réflexions sur le langage et la littérature, la présence et l'efficience d'un mouvement créateur d'espace au sein même du symbolique. La béance du symbolique concerne ensuite la chair du corps, puisque, en tant que béance, elle est une partie négativée du corps et représente une part de jouissance en moins. Nous retrouvons ici l'idée d'une quantité de jouissance prélevée sur le corps, la fameuse livre de chair, ou moins fine, dans la chair par laquelle. Notons en passant que Patočka se révèle encore très proche de Lacan sur ce point, lorsqu'il parle à propos du mouvement de l'existence d'un ébranlement de la terre en nous, ébranlement de ce qui enchaîne dans la séparation, de ce qui pour cette raison aussi maintient l'être séparé. Comme on le voit, se rapporter expressément à l'être nécessite également, selon Patočka, une séparation qui nous lie avec la terre. Le se trouver fondamental de l'être au monde apparaît comme une exigence de séparation d'avec le ou de départ, impliquant dès lors une dimension de castration symbolique pour accomplir cette séparation d'avec le lieu d'où l'on vient, pour se nouer comme désirant avec le monde vers où l'on va. Le mouvement de l'existence est ici décrit comme un élan vers le monde qui présuppose que l'on se sépare du sensible originel, de la terre-mère, avec les mots de Lacan, qui, me semble-t-il, ne font pas violence ici à Patočka, je dirais qu'il n'y a de mouvement existentiel dans le monde qu'en fonction de la séparation schématisée par le point de vue central du nœud borromien, son essence même. Le nœud borromien nous lie au monde, comme à notre terre chère, mais ce nœud est également celui de la castration. Le nœud entre le corps et le monde est paradoxalement une séparation liante, ou un enchaînement dans la séparation. Comme le dirait Patočka, il produit l'ébranlement premier vers le monde. On se trouve alors aux antipodes de l'enracinement du Dasein dans un peuple ou dans une terre, comme c'est le cas chez Heidegger, où la séparation est synonyme de déchéance dans l'inauthenticité. Pour conclure transitoire sur la question de l'unité topologique des deux premiers mouvements d'existence que nous avons repérés chez Lacan, à savoir la pulsion et le désir, nous avons pu constater donc que ceux-ci présupposaient des trous, des béances, en situation de chaînage mutuel, de sorte que leur unité topologique est bien celle qui nous les consistances, une chaîne. Toutefois, il demeure pour nous une question résiduelle. En contexte borroméen, ne devrions-nous pas compter au moins jusqu'à 3 dans notre repérage des mouvements fondamentaux? Une hypothèse suivante, un troisième mouvement 2 de l'existence. L'existence d'un mouvement 2 issu de l'imaginaire, déductible à simple vue de la chaîne, Lacan n'en parle pas. Mais au-delà des schémas, il s'impose dans l'expérience. D'une façon générale, nous pensons ici au mouvement de l'amour, fondé sur la capture initiale d'une image et qui se déploie ensuite selon la temporalité constituante du lien amoureux, comme Stendhal ou Barthes, par exemple, ont souligné. Trouvons-nous quelque chose de cet ordre chez Lacan lui-même? Le mouvement de l'amour chez Lacan fait d'une pierre trois coups. Il relie l'objectita du désir à l'autre donateur et les articule tous les deux à la jouissance d'un partenaire symptôme, ou encore à la jouissance de l'autre, comme c'est le cas dans la dimension mystique de l'amour. En ce sens, l'amour dont Lacan nous parle fait deux. Prenons par exemple l'amour débouchant sur la création d'un couple fondé sur le symptôme. Selon Lacan, tout homme, s'il aime une femme qui est la cause de son désir, tout homme donc qui aime une femme peut en faire son symptôme. Il peut en faire son partenaire symptôme, très exactement dans la mesure où cet homme croit à ce que dit la femme qu'il aime, et cela selon le paradigme de la croyance à son symptôme. Cette possibilité est déductible de l'expérience analytique. Le patient croit que son symptôme dit quelque chose, et c'est pourquoi il vient demander une analyse, afin d'en comprendre le sens supposé. De même, en vertu de sa croyance au dire de l'aimé, l'amant admettra des opinions qu'il n'aurait jamais soutenues auparavant. Par exemple, le tsar Nicolas II tolère la présence de Rasputin dans l'intimité de la famille impériale de Russie, et cela se produit parce qu'il aime la tsarine Alexandra Fedorovna. Nicolas II n'a pas fait un mariage de raison, il aime sa femme. Il tolère Rasputin parce qu'il croit à la femme qu'il aime, parce qu'il trouve en elle la jouissance symptomale qui répond à son intention. Le gain de cette proto-croyance
et donc de pouvoir jouir de son inconscient en compagnie d'une femme qui incarne cet inconscient. À son symptôme, on croit, et même on y croit. Telle est la prémisse dont nous partons avec l'accord. Ce qui est plus inquiétant ou plus amusant, comme on voudra, c'est qu'il s'agit dans le contexte de l'amour d'un symptôme analogue à celui du psychotique. En effet, selon Lacan, dans la névrose, le sujet croit à son symptôme, et dans la psychose, il le croit, tout comme Schreber croit à ce que lui disent les voix venues de l'autre. L'autre symbolique, même s'il n'existe pas, se met alors à prendre au corps. On sait que Schreber, par exemple, dans son délire, érotisera le corps divin, allant jusqu'à s'imaginer devenir la femme de Dieu, avec la jouissance corporelle attenante. Mieux, cette dimension de croyance à l'existence d'un être, et cela sur le fondement de sa capacité à nous dire quelque chose, ne concerne pas uniquement l'amour profane, elle nous introduit également dans l'univers des croyances religieuses. Au fil des séminaires, on s'aperçoit en effet que Lacan comprend tout autant la croyance religieuse sur le modèle de la relation du psychotique à son symptôme. Cela est patent lorsqu'il déclare à l'envers de la psychanalyse « Qu'est-ce qui a un corps et qui n'existe pas ?» Réponse « Le grand autre. Si nous y croyons à ce grand autre, il a un corps, inéliminable de la substance qui a dit « Je suis ce que je suis ». Fin de citation. L'autre majuscule, le Dieu des religions monothéistes, a donc aux yeux du croyant un corps, et ce corps se présente comme un corps parlant. Bien. Cela étant, donc, pour l'hypothèse qui est en jeu ici, il apparaît qu'il y a bien un troisième mouvement possible à partir de l'amour. Et donc c'est ce mouvement nœud que je propose pour l'imaginaire. Sixième point, du tremblement de terre. Nous venons de le voir, l'œuvre de Lacan permet de porter un regard nouveau sur les mouvements de l'existence. Jouissance, désir, amour sont devenus susceptibles de créer des points de tirage, des chaînes qui conditionnent la participation du corps au monde. Nous avons ainsi mis en lumière une multiplicité triple modulant l'être au monde sur un mode affectif, pluriel et dynamique. Tout cela nous invite également à reconsidérer l'analyse phénoménologique de la disposition en fonction de la psychanalyse, et non comme c'est souvent le cas dans le but de l'écarter, et au final de ne pas en tenir compte. L'ouverture au monde, décrite par Heidegger comme tonalité affective du Stimmung, déterminant le là du Dasein, cette ouverture qui ancre et accorde le Dasein au monde, se trouve dans notre description infléchie en fonction de trajets en boucle qui tournent autour de consistance jusqu'à former un point trou de séparation, de liaison au monde. La tonalité affective se joue dans les mouvements nés. L'ouverture et la venue de l'apparaître du monde coïncident avec la réalisation, coïnciderait, c'est une hypothèse, avec la réalisation de la chaîne borroméenne. Ainsi, le nouage de plusieurs mouvements, de multiples chaînes topologiques de l'appartenance au monde, même que l'appartenance à l'être confère au nœud borroméen un sens ontologique, et non plus seulement topologique. L'une des premières questions qui surgissent immanquablement à la suite de cette transformation psychanalytique de la disposition existentielle, et où, réciproquement, de la détermination ontologique du nœud chez Lacan, la première donc question qui surgit est celle de la précarité du nouage borroméen et de ce qu'elle implique. En effet, la chaîne borroméenne souligne la fragilité même de notre appartenance à l'être. Il ne s'agit pas ici de la menace du divertissement ou de l'inauthenticité, mais d'un danger de destitution plus radical encore. Car si les mouvements nœuds sont réversibles, ce qui est topologiquement le cas, alors le réel du 3, chez Lacan le réel c'est le fait que les trois ronds soient déliés, le réel du 3 comme déliaison et indépendance de consistance est omniprésent dans l'existence. Un mouvement nœud, d'orientation différente, peut toujours défaire ce qu'un premier mouvement avait fait. Nous avons même une idée très précise de la réalisation de cette possibilité ontotopologique, c'est celle de la psychose. En revanche, ce que montre le nœud borroméen à 4 de RSI, et encore celle du quasi-borroméen du séminaire sur le symptôme, c'est l'articulation réussie des consistances, soit par le nom du père, soit par le symptôme, qui sont alors en position de plus 1 des trois autres dimensions. Loin d'être un simple trou dans le discours, le nom du père signifie la conjonction possible des différentes dimensions de l'espace ontotopologique de l'existant. Il nous faut donc bien saisir le sens de cette percée de Lacan. L'existence borroméenne répond également au réel de la déliaison, qui est toujours possible dans une chaîne borroméenne. Le nœud borroméen révèle que notre appartenance à l'être, si on lui donne un sens ontologique, dépend de la réussite d'un événement topologique. Et comme toute réussite, celle-ci voisine avec la possibilité alternative d'un échec, car comme chacun sait, un nœud, ça rate souvent. Les conséquences de cette précarité structurelle du nœud ne sont pas triviales à mes yeux. Par exemple, le problème de la négation de la cohésion du monde perçu apparaît sous un jour nouveau.
En effet, si l'apparition du monde comme universum spatio-temporel est dépendante de la dynamique du mouvement nœud, il s'ensuit que la destruction de l'expérience du monde est à l'horizon de toute déliaison du mouvement de l'existence, de même que la défaillance est virtuellement présente dans toute liaison réussie de ces mêmes mouvements. La dislocation de la cohésion de toutes les apparences est une possibilité intrinsèque à sa formation topologique. Comme on s'en aperçoit, la réflexion sur le schématisme nous fait découvrir des aspects méconnus de l'être. Ce qui pourrait passer ici pour une extravagance de philosophes entichés de psychanalyse est pourtant parfaitement connu et identifié depuis longtemps à l'intérieur même du discours philosophique. Il s'agit du fameux anéantissement du monde. La négation du monde, présente chez Descartes et d'une autre manière chez Husserl, n'est pas seulement une fiction méthodique, elle est l'expression d'une possibilité très réaliste, c'est-à-dire d'une réalité existentielle, dont on ne peut se débarrasser si aisément, nommément celle de la folie, avec ou sans guillemets, qui se fait entendre indirectement au sein même du discours philosophique, sous les traits de l'outil hyperbolique ou de la méthode transcendantale. Derrida, dans Cogito et l'histoire de la folie, a su identifier cette situation lorsqu'il parle de la folie philosophique à propos du cogito, rappelant du même coup que la dite folie n'est pas extérieure à la philosophie. C'est en somme le spectre de la psychose que le philosophe transcendantal exorcise quand il évoque l'idée d'un chaos complet des esquisses perceptibles. Comme le dit Fink, ce n'est qu'en transcendant le monde qu'on peut esquisser le problème transcendantal du monde. Fin de citation. Or, transcender le monde n'a rien en effet d'une attitude naturelle. Cela ouvre clairement une porte sur l'abîme, celui-là même que Husserl, me semble-t-il, avait parfaitement perçu dans sa lecture des méditations métaphysiques de Descartes, dont il nous parle brièvement dans son introduction aux méditations cartésiennes, afin de nous avertir du sérieux et des risques d'une entreprise philosophique vraiment radicale. Or, qu'est-ce que cela signifie, l'apparition du réel, ou de cette déliaison du trois, en termes de phénomène au sens de l'accord? Nous parlons volontiers ici d'une monstration du réel, parce que le mot monstration consonne en français avec le terme de monstre. On entend en effet le mot monstre dans celui de monstration. Cette résonance de la langue n'est pas aussi arbitraire qu'il paraît, car la monstration du réel ne se produit qu'au prix de la déchirure de l'imaginaire qui l'enveloppe et qui nous protège de cette manière de l'angoisse que provoque l'apparition du réel. Cela, nous pouvons le constater dans le conte littéraire de Guy de Maupassant, le Horla, lorsque le narrateur, se retournant brusquement pour tenter d'apercevoir le Horla, cet être étrange qui le hante et qui le persécute, tombe sur le vide que voilait son image dans le miroir. Je cite Maupassant, « Je me dressais, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien, on m'y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans la glace. Elle était vide, claire, profonde, pleine de lumière. Mon image n'était pas dedans, et j'étais en face de moi. Je voyais le grand verre limpide du haut de haut en bas. Et je regardais cela avec des yeux affolés, et je n'osais plus avancer, je n'osais plus faire un mouvement, sentant bien pourtant qu'il était là, mais qu'il m'échapperait encore, lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon refus. » Le Horla, comme les vampires, n'a pas d'image spectaculaire. Son invisibilité devient même contagieuse et pénètre si bien le visible qu'elle en dévore l'image du narrateur. L'invisibilité du Horla est celle d'une partie transgressive qui rayonne sur le tout du visible. Ainsi, au-delà de l'image du corps, c'est le visible comme tel qui se consume de l'intérieur. Je passe un petit peu plus loin. Si le dénouement de la chaîne produit bien un brouillage des limites spatiales, on en déduira que l'appartenance ontologique au monde, schématisée par le nœud, implique une certaine topographie réglée entre le visible et l'invisible, topographie au sein de laquelle le rapport ordinaire, canonique, rapport perceptuel, n'a rien de terrifiant. Toutes les descriptions phénoménologiques du rapport du visible à l'invisible en témoignent, à commencer par la fameuse représentation des faces invisibles d'un cube par ses faces visibles, selon l'exemple favori de Husserl. La non-perception des faces cachées d'un cube ne provoque une angoisse. Nous ne la remarquons même pas. En revanche, l'invisible qui dévore le visible modifie de façon inquiétante le sens et les limites du rapport entre le visible et l'invisible, comme c'est le cas dans la nouvelle fantastique de Maupassant. Contrairement à la réduction spontanée de l'invisible en visible opérée dans l'art, l'effacement du visible par l'invisible évite le visible au lieu de le remplir et plus encore de le saturer. L'invisible qui est plus ici l'étoffe, qui donne de l'épaisseur et de la profondeur au visible qui la présente, son intrusion accomplit au contraire une négation de la chair de la manifestation. Elle destine au visible un devenir spectral qui terrifie son spectateur. La monstration de l'invisible, qui siphonne le visible, est alors semblable à la présence de l'espace noir
c'est-à-dire de l'espace qui m'enveloppe et qui me pénètre dans l'obscurité, où tout est confondu, le moi et le moi, dans l'espace clair, c'est-à-dire l'espace visuel et socialisé, comme le relevait de son côté Minkowski dans ses études sur la schizophrénie. À parté subjectif, l'angoisse serait donc l'affect corrélant la dévoration du visible par l'invisible, de sorte que surgit une tension noétique entre la certitude liée à la perceptibilité du monde, perceptibilité des choses qui a le caractère de contact avec la réalité, et une autre croyance, une croyance d'angoisse, pourrait-on dire, qui la contredit, traçant ainsi une sorte de ligne de fracture virtuelle au cœur même de la perception. L'objet de l'angoisse, comme réel au sens de Lacan, est devenu une partie invisible du monde visible. Comme cette partie a pour particularité, mais cette partie a pour particularité de contester par transgression le tout du monde dans sa réalité. La partie menace d'envahir le tout. La monstration de l'objet de l'angoisse réduit par contagion tous les phénomènes à n'être que la pellicule d'un semblant qui risque à tout instant de survenir. L'angoisse opère ainsi une réduction phénoménologique sauvage, réduction qui a pour corrélat la paralysie du sujet dans son pouvoir de constitution. D'où la croyance en la nullité de l'objet de l'angoisse, mais ce n'est pas tant l'objet que le sujet qui se trouve ici annulé. Reconnaître ainsi l'intrusion de l'invisible dans le visible, c'est abolir notre croyance en l'unicité de la réalité, c'est vivre un tremblement de terre dans une expérience qui détruit son propre sol, la chair du monde. L'expérience de la disparition du visible ne peut pas être intégrée dans le monde sans le monde. Peut-être est-ce même ce conflit entre le réel et la réalité, du moins quand le réel apparaît, qui rend également des phénomènes comme l'hallucination si inquiétants pour l'esprit. Certes, le monde schizophrène emprunte à la dite réalité tout son prestige, comme dit Merleau-Ponty. Mais cette empreinte du réel halluciné, qui se fait passer pour la réalité perçue, aussi frauduleux soit-il, introduit une confusion déstabilisante et à terme destructrice, tout comme celle induite par le recouvrement de l'espace clair par l'espace noir. Ainsi, avec l'intrusion d'une part de réel dans le monde, avec sa manifestation, avec l'incursion de l'immonde dans le monde, c'est bien la menace d'abolition de l'unicité de la réalité et de l'unité corrélative de notre conscience qui s'abat sur nous. D'une façon générale, avec le brouillage de la limite du visible et de l'invisible, c'est la Terre originaire, l'ancrage en un point zéro pour tous les mouvements d'eux qui s'évanouit et qui plonge tout étant dans un état de désincarnation virtuelle. Face à cette esquisse de la réalité et au tremblement de terre qu'elle implique, la réaction la plus souhaitable est à l'évidence un mouvement réactif vers l'unicité du monde, et c'est là dans une relance salutaire du mouvement vers l'être. Laszlo Tengeli nous inspire cette réflexion quand il remarque dans une étude sur Patochka que, je le cite, l'expérience de déception, au sens husserlien du terme, peut servir de modèle pour mieux comprendre le troisième mouvement de l'existence. En effet, ce n'est qu'une expérience inattendue et imprévisible qui est capable d'ébranler le ciel et la terre. Ce n'est qu'à la suite d'une telle expérience que le sens préalable, la direction de la vie et son mouvement tournent. Fin de citation. Or, dirons-nous, la déception la plus radicale et la plus inattendue qui soit, n'est-elle pas justement l'expérience de la dissolution de la chair du monde, l'ébranlement de la terre originaire, à laquelle se réfèrent tous les mouvements, les corps, et donc ce que nous avons appelé des mouvements. Dans cette perspective, il ne s'agit pas de prendre une nouvelle direction dans le monde, mais bien de reprendre à zéro le mouvement ontologique vers le monde. Devenu des spectres sans image dans le miroir, il s'agit de nous réincarner et de réincarner le monde, les deux allant de pair. Nous y voyons l'origine et le sens d'être de l'effort de réparation du symptôme repéré par Lacan de son séminaire sur Joyce. La création d'un symptôme est la traduction analytique de la relance du mouvement ontologique vers le monde. Cette création constitue la réponse appropriée à la déliaison des consistances. Ainsi, la signification symptomale pourrait prendre une signification ontologique, celle de la réparation de notre chair comme soin apporté à notre être même. Psychose et symptôme auraient donc avant tout un sens ontologique. Il serait l'expression de la fragilité de la chair que nous partageons avec le monde, en ceci que la chair peut se dénouer et qu'elle peut aussi se réparer. Pour conclure, partant du double constat d'une carence de statut et d'une crise de sens de la tautologie psychanalytique, nous avons procédé à une explicitation de la phénoménalité du neuroméen. À partir de notre tentative, nous pouvons dire que la chaîne neuroméenne, essentiellement composée de points et de trous, n'est pas une forme vide et qui, comme telle, serait capturée par des lois analytico-formelles.
Ces trous sont cernés par des mouvements dont la matérialité expérimentable par le corps est constituée, pour nous, selon les principaux exemples de mouvements neutres, par ceux que la psychanalyse a explorés. Ce que la psychanalyse ne dit pas, faute d'expliciter sa phénoménalité, c'est que ces mouvements ont une signification ontologique. Avec Husserl, Merleau-Ponty et Batioshka, nous avons soutenu que c'était l'archétère originaire et immobile, la chair du monde, qui constituait l'ancrage et l'orientation primitive des mouvements primordiaux vers l'être. De plus, nous avons interprété l'archétère originaire comme le point zéro des mouvements neutres. Comme point zéro des mouvements corporels, la Terre est en retrait et se distingue de leur série infinie. Elle est à la fois liée et séparée au corps. L'incarnation de l'existant place celui-ci sous le signe donc d'une castration qui le sépare de la Terre pour mieux le relier à l'ensemble, si possible, qu'il a à être, que sont le monde, qui est le point trou central du nœud borroméen n'est décidément pas vide. Il est plein de notre rapport au monde. On pourrait dire que l'expérience de la chair sature intuitivement la forme borroméenne exhibée dans le dessin d'un corps. Mais cette saturation est malgré tout orientée, ne va pas sans un ordre topologique immanent. Nous retrouvons là finalement l'expérience corporelle de Joyce, dont nous voulions partir avec le séminaire sur le syndrome. Et en un sens, selon notre lecture, le nœud borroméen se résume phénoménologiquement à la donation d'une chair, oblitérée, à l'existant. Nous ne disons donc guère plus que l'accord lui-même, à ceci près que nous insistons beaucoup plus que lui naturellement sur la chair que sur le corps, réduit chez lui à l'imago du moi. C'est toutefois dans la monstration de ce supplément de chair que réside le passage de l'implicite à l'explicite, en lequel consiste notre démarche. Enfin, si l'on nous accorde cette inscription de la chaîne borroméenne dans l'ontologie de la chair, il nous semble que la tautologie de Lacan gagne en compréhension d'elle-même et en pertinence d'application. Elle évite que l'on se méprenne contre son statut et que l'on se perde dans des débats épistémiques stériles, car elle trouve dans notre approche un sens qui la fonde en droit de phénoménologie. Cette fondation phénoménologique n'a rien d'une assurance ou d'une certitude épistémique à la manière d'un fondement cartésien. En revenant à la matérialité pulsionnelle du moi, à sa consistance charnelle, le faire paraître de la chaîne borroméenne est comparable aux clairières dont parle Heidegger à propos de la phénoménologie de l'apparent. De sorte que la consistance du nœud se situe en deçà de toute évidence, absolue ou pas, et qu'elle conditionne, par ses croisements et décroisements, tout remplissement. Par suite, la phénoménologie du nœud borroméen produit elle aussi une clarification, on prend le terme de Heidegger, mais une clarification qui est cadre, qui excède le cadre de la psychanalyse. D'abord, l'intérêt philosophique de cette élucidation est d'inclure de façon non naïve la pulsion mort dans l'ontologie phénoménologique. Aller à sa perte n'est pas nécessairement synonyme de course au néant. C'est peut-être aussi un mouvement vers l'être. Ensuite, comme nous l'avons vu, la clarification borroméenne réside dans la possibilité d'analyser le non-sens et la folie, écartées par la réflexion transcendantale comme ne la concernant pas, alors qu'elle ne peut que les convoquer pour se poser, et qu'elle doit contradictoirement s'en écarter par un coup de force pour s'en extraire, comme l'avait vu Foucault chez Descartes. Ne pas éviter la folie virtuelle que contient le nœud borroméen, s'appuyer sur son tourbillon, c'est pour le philosophe revenir en deçà de l'évidence et faire le pas d'après la philosophie transcendantale, mais sans pour autant verser dans la pathologie de l'authenticisme. Je vous remercie.